Après le match nul face à Brighton et la large victoire face au Havre, l'OM et Gattuso peuvent aborder la trêve avec un peu plus de confiance et de sérénité. Une trêve qui va permettre à Gattuso de peaufiner les détails avec les joueurs qui n'iront pas avec leur sélection, même si on en parlera en début de vidéo, il y a quand même pas mal d'internationaux côté marseillais. De l'autre côté, l'actualité est marquée par le départ de Ribalta qui semble se rapprocher à très grands pas. Son successeur serait d'ores et déjà ciblé et on va parler de ça en détail. On fera aussi un point sur l'infirmerie avec les absences de Gigot et de Verretou, et on va aussi s'arrêter sur l'entretien de Marcelino pour l'équipe où il livre ses vérités sur son départ. Avant de commencer, petite question pour vous, quel est votre avis sur un potentiel départ de Ribalta? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou au contraire, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle pour l'OM étant donné que Longoria travaillait quand même bien avant son arrivée? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par un point sur les internationaux qui ont été retenus pour la trêve internationale avec leurs sélections respectives. On va suivre leurs performances dans l'épisode de Focus sur les internationaux qui sortira la semaine prochaine. Pour commencer, Iliman Ndiaye et Ismail Assar ont été sélectionnés sans surprise avec le Sénégal et ils vont affronter le Cameroun en amical le 16 octobre. Jonathan Klaus a lui fait son retour dans la liste de Deschamps alors qu'il n'avait plus été pris depuis septembre 2022, on en avait d'ailleurs parlé dans un short. Il aura l'occasion de postuler pour les deux matchs face aux Pays-Bas le 13 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro et aussi pour le match amical face à l'Écosse le 17 octobre. Concernant le Maroc, Harit et Ounahi sont sans surprise dans la liste de Regragui, 2 matchs au programme avec un amical face à la Côte d'Ivoire et la dernière journée des qualifs pour la CAN face au Libéria. Amir Murillo fait aussi son retour avec le Panama, il n'avait pas pu être présent au dernier rassemblement par rapport à sa blessure et il jouera 2 matchs de Ligue des Champions de la CONCACAF face au Curaçao et face au Guatemala. Aubameyang a quant à lui été sélectionné par le coach intérimaire Thierry Mouyouma pour le match amical face à la Guinée le 17 octobre. Côté jeune, Sternal a été sélectionné pour participer à un stage à Clairefontaine avec les U19 et Emran Soglo aura peut-être l'occasion d'honorer sa première sélection avec les U20 anglais face à la Roumanie ou face au Portugal. François-Régis Muguet n'a pas été pris par Rigobert Song avec le Cameroun. Kondogbia semble-t-il rester à Marseille pendant la trêve étant donné qu'il est trop juste physiquement, et Renan Lodi est lui aussi resté alors qu'il faisait initialement partie de la liste du Brésil. Chancel Bemba fait lui logiquement partie de la liste de la RDC pour les matchs face à la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Petit point infirmerie maintenant avec la blessure de Verretou. D'après l'équipe, ce serait une lésion à la cuisse, il parle d'une absence d'une dizaine de jours et si le délai se confirme bien, la trêve tombe vraiment à pic. Le quotidien nous dit qu'il pourrait être de retour pour le match face à Nice, et ce serait une très bonne chose parce qu'il était sur une très bonne dynamique avant de se blesser. Il faisait d'ailleurs un gros match face à Brighton, et sa sortie nous avait fait très mal. Le match a commencé à nous échapper de plus en plus à partir de là. Concernant Samuel Gigot, l'indisponibilité serait d'environ 1 mois. Il souffre d'une fracture à une côte et il devrait manquer les matchs face à Nice pour la reprise, la réception de l'AEK en Europa League, et celle de Lyon aussi. Pour le moment, Balerdi donne clairement satisfaction avec 2 gros matchs face à Brighton et le Havre. Il s'affirme au meilleur moment et pour l'instant le duo avec Bemba fonctionne plutôt bien. J'ai même l'impression que ça bonifie les deux joueurs étant donné que ça permet à Bemba de se retrouver sur son poste de base, défenseur central droit. À côté de ça, l'OM a annoncé qu'Amin Harit était l'Olympien du mois Puma, une récompense méritée pour Harit qui revient vraiment très bien sur les derniers matchs. Il avait été énorme face à l'Ajax, il a fait un super match face à Brighton et ça s'est confirmé face au Havre avec une grosse prestation dans le cœur du jeu. 2 passes décisives au compteur et on sent qu'il est en pleine montée en puissance, on va suivre ce qu'il va réaliser avec le Maroc pendant cette trêve internationale. On enchaîne avec l'entretien de Marcelino pour l'équipe, il éclaircit les raisons de son départ en donnant quelques précisions, il réaffirme ce qu'il avait déjà expliqué dans son communiqué, il n'accepte pas les événements de la fameuse réunion, le ton menaçant, il explique qu'il ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. Là où c'est étonnant, c'est qu'il affirme qu'avec son staff et l'ensemble de la direction, tout le monde avait décidé de partir, mais que par la suite, Longoria, Iriondo et Tessier ont fait machine arrière, et à ce moment-là, plusieurs adjoints de Marcelino avaient déjà signé les documents pour leur départ, et par conséquent, Marcelino et son staff ne pouvaient plus revenir sur leur décision. Il concède quand même qu'il comprend que la direction n'ait pas voulu lâcher le club en pleine tempête, mais ça confirme en tout cas les infos qui disaient que la direction et Marcelino avaient lié leur destin, et qu'ils étaient d'accord sur leur volonté de partir au lendemain de la réunion car les événements étaient jugés inacceptables. C'est des propos quand même assez ambigus pour le coup, et on sait pas vraiment comment les interpréter. En tout cas, c'est la raison principale de son départ,
départ, c'est qu'il n'a pas accepté les interférences de quelques supporters dans la vie du club. Il confirme malgré tout ne pas avoir été menacé à titre individuel. Ça n'empêche que dans son entretien, il est assez incisif parce qu'il explique avoir été choisi pour être à la tête d'un projet qui visait à remettre l'OM à la place qu'il mérite, c'est-à-dire celle d'un grand club européen. D'après lui, c'est les supporters qui veulent interférer dans les décisions du club qui empêchent l'OM d'être le grand club européen qu'il mérite d'être. Pour lui, c'est un club qui ne peut pas être manipulé par quelques-uns, il va même jusqu'à dire que c'est un club où tu ne peux pas créer un projet, et que l'OM est un club qui régresse avec une formulation étonnante, où en gros il dit qu'il a gagné 2 trophées sur les dernières années, pas dans des grands clubs, et que pendant toute cette période, l'OM, qui est supposé être un club supérieur, n'a rien gagné. Pour lui, les supporters sont extraordinaires par leur capacité à encourager, mais qu'ils doivent se limiter à ça. Il comprend les sifflets qu'il a pu avoir notamment lors du match face à Toulouse, et il explique que tant que ça se limite à ça, c'est encore correct. Pour lui, les supporters doivent encourager, la direction doit se limiter au mercato et à la politique du club, et le coach doit coacher, mais qu'on peut pas faire les comptes au bout de seulement 2 mois de travail. Pourtant, on avait entendu dire que Marcelino n'était pas franchement au centre des discussions de la réunion. En tout cas, le climat global de cette réunion l'a semble-t-il convaincu de partir parce qu'il estime n'avoir jamais vécu un moment comme celui-là dans sa carrière. Aux dernières nouvelles, il se dirigeait apparemment vers Séville qui vient de se séparer de son coach. Quoi qu'il en soit, le passage de Marcelino à Marseille restera anecdotique, mais je trouve qu'il ne s'est pas montré très combatif alors que dans son entretien, il explique avoir monté un projet attractif avec enthousiasme, mais qu'il n'a pas eu le temps de le mener à bien. Aucune remise en question de son bilan alors que le jeu était loin d'être attrayant. C'est un peu à l'image de ses déclats d'après-match où il semblait toujours satisfait de nos prestations même quand on n'était pas performant et qu'on perdait des points bêtement. Il explique qu'on méritait de passer face au Pana en occultant presque le match aller qui a été vraiment catastrophique. Il affirme aussi qu'il avait les compétences pour diriger l'OM et finalement il défend son bilan, mais entre les matchs face à Nantes et Metz où on perd 4 points bêtement, l'élimination au 3e tour préliminaire, il n'y a pas grand chose de très marquant et ça se termine sur un insipide OM Toulouse comme un symbole. La grosse information de la journée finalement c'est le départ de Ribalta qui semble se confirmer. L'équipe expliquait hier soir que la tendance était clairement à un départ après plusieurs jours de réflexion. La Provence confirme l'information et indique que la direction est à la recherche de son successeur avec plusieurs candidats identifiés, Mehdi Benassia dans un premier temps et un dirigeant français qui seraient les pistes les plus concrètes. Football Club de Marseille affirme que Benassia devrait lui être le prochain directeur du football, il aurait reçu une offre et en serait au stade des derniers détails. On parle même d'une prise de fonction dès la fin de la trêve internationale, une information confirmée par RMC. Aux dernières nouvelles, Benassia était représentant de joueurs, notamment dans le dossier Unai, et c'était lui qui avait d'ailleurs démenti un potentiel départ en Arabie Saoudite cet été. Il connaît très bien l'environnement et le contexte du club, formé au club, et de ce qu'on dit, il a aussi un très bon carnet d'adresses et ça peut être un atout de taille pour les prochains mercatos. À voir ce qu'il pourra impulser concrètement, mais c'est un choix qui fait sens. Il a eu une très belle carrière de joueur, il a pu voir le fonctionnement de plusieurs grands clubs de l'intérieur, et je pense que ça peut être une plus-value pour notre politique sportive. Concernant Javier Ribalta, il est arrivé à l'été 2022 et c'est vrai qu'il a surtout été dans l'ombre depuis qu'il est directeur du football. Des prises de parole vraiment très rares, on sait pas réellement quels sont ses faits d'armes depuis son arrivée parce que c'est assez flou. Il me semble que c'est lui qui a eu l'idée de faire signer Gigot et Malinowski, mais son rôle est quand même assez flou depuis son arrivée. L'idée c'était probablement d'avoir 2 directeurs sportifs pour négocier des transferts en parallèle et soulager Longoria d'une partie de la charge de travail, mais il y a eu semble-t-il des désaccords notamment sur les coachs. Ribalta n'était pas trop chaud pour faire venir Marcelino, et il donnait sa priorité à Fonseca. Cela dit, Fonseca c'était très compliqué de le faire signer étant donné que Lille ne voulait pas le laisser partir. À côté de ça, c'était peut-être difficile de trouver des consensus avec Longoria, il y a probablement eu des désaccords là-dessus, mais a priori il se posait clairement des questions sur son avenir depuis la fameuse réunion qui a tout déclenché, et après sa prise de recul, son départ serait maintenant acté, alors que de l'autre côté, Longoria et Iriondo ont fait machine arrière. Il y a peut-être aussi un projet qui s'est offert à lui en parallèle. Personnellement, je suis un peu indifférent à son départ, c'est un dirigeant qu'on a quasiment jamais entendu, on connaît pas vraiment l'étendue de ses pouvoirs, de ses faits d'armes, il y a vraiment beaucoup de flou autour de lui, et c'est pas un départ que je vais spécialement regretter. Au final, Longoria faisait des mercatos cohérents avant son arrivée, et je pense pas que ça ait changé énormément de choses d'avoir l'appui de Ribalta, mais on apprendra peut-être qu'il était à l'origine de nombreuses recrues et de certains départs. En tout cas, d'après les dernières infos, la piste Benassia semble être la plus concrète à l'heure actuelle, et ce serait même en très bonne voie d'après les infos de FCM. Il connaît bien le milieu du foot, il a une grosse connaissance du terrain et aussi de ce qui se passe en coulisses. Ça coche pas mal de cases, hâte de le voir à l'œuvre si son arrivée se confirme. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser
laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos parce que je vais être très actif pendant cette trêve internationale. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Ribalta dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.